Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir pour ce numéro 55 de MPCM de recevoir Elif Dayal. Avant qu'elle nous présente les 3 livres usuels qu'elle a préparés à notre attention, j'ai un coup de cœur cette semaine pour ce livre que je conseille alors à tout le monde. Un livre vraiment magnifique, L'adieu à Saint-Kilda de Éric Bulliard, que j'espère recevoir prochainement. C'est vraiment un livre magnifique, je veux rien en dire et je vous suggère de vous le procurer, puis peut-être que vous l'aurez lu lorsque Éric Bulliard viendra à MPCM. Alors, avant de passer au livre, j'ai prévu 2 définitions dans le dictionnaire du diable, tout d'abord, et puis également chez le dictionnaire insolent de Narcisse Prat. C'est le même mot avec 2 définitions précises. Je ne pouvais pas éviter ce mot lorsque j'ai pensé à inviter Elif Dayal, c'est le mot mode. La première définition, c'est celle donc du dictionnaire du diable. La mode, c'est un despote dont les impérieuses lubies mènent au ridicule. Et puis la deuxième, celle qu'a réservée Narcisse Prat dans son volumineux dictionnaire sur la mode. Il l'a pris dans un graffiti de 1968. La mode a été inventée pour que les imbéciles s'aperçoivent du temps qui passe. Ça donne quoi comme réflexion à quelqu'un qui se présente un peu à un moment donné comme créatrice de tendances et de mode? C'est vrai qu'il y a une forme de commercialisation et de capitalisme dans la mode. Mais il ne faut pas oublier que la mode, c'est aussi une manière de contrer la société. Et je pense que tout dépend comment on approche la mode. Pour moi, me concernant, la mode, c'est un peu une continuité de ma personnalité, c'est l'engagement humain. Et c'est vrai que lorsque j'ai créé par exemple la veste militaire, c'est 100% recyclé, c'est recyclé en Suisse, donc il n'y a pas ce double langage, c'est recyclé, mais on fait quand même venir recycler de je ne sais pas où. C'est pour ça, et j'avais envie de lier la mode à la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a une influence aussi, j'ai un peu détourné avec cet esprit indien, pour qu'il y ait une harmonie entre les êtres, l'univers et naturellement notre personnalité. Et puis alors, je me suis dit en me réveillant ce matin que finalement c'est vraiment un mot dont je ne connais pas du tout la signification, même l'acception. Alors rapidement, pour quelqu'un qui découvrirait ce mot, la mode c'est quoi? La mode, je pense, c'est une manière de s'exprimer et de créer sa propre personnalité à travers le textile. On crée un personnage, une identité à travers des tissus, mais c'est une identité qui est propre à soi-même. Je pense que, par exemple, moi, qui travaillais aussi dans la mode il y a quelques années, j'ai jamais réellement suivi le diktat de la mode. Donc, je pense que la mode a un sens et a une définition extrêmement large. Donc là, tu as préparé 3 livres à nous présenter. Alors, je commence par le premier ici. Donc, sans diversité de vue, pas de journalisme. Donc, un petit pitch de ce livre. Oui, alors ce livre, il est absolument à voir. Lorsqu'on se pose des questions sur la situation de la liberté journalistique dans le monde actuel, on a ici dans ce livre plusieurs témoignages de journalistes reconnus suisses qui donnent leur avis, leur opinion sur la situation actuelle. Donc là, je vois qu'on a des gens de chez nous comme Jonas Follonier, Romain Jean, Slobodan Despot et d'autres, avec naturellement les signatures de Jacques Pillet et de Mirette Zaki. Le deuxième livre, on est dans un tout autre registre, je crois, d'après ce que j'ai compris, que je ne connais pas, Mon fils et Jeffrey Dahmer. Oui.
C'est ce tueur en série ou bien? Oui, c'est un tueur en série malheureusement célèbre. J'ai pris ce livre parce que déjà j'ai une fascination pour les personnalités extrêmes. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pouvait amener un être humain à être totalement dépourvu d'empathie, mais pas seulement dépourvu d'empathie, mais jusqu'à commettre des crimes sans avoir aucun sentiment. Donc c'est vraiment cette personnalité que je questionne particulièrement. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est écrit par le père du tueur. D'accord. Le troisième livre, je le réserve pour après parce que j'ai une petite logique chronologique, on va dire. En peu de mots, puisqu'il y a pas mal de gens qui ne te connaissent pas ici en Valais, comment tu te présenterais une sorte de pitch de Elif Dayal? Oh, je pense que c'est plutôt une personne passionnée et qui laisse ses expressions, ses indignations, ses combats la guider, hein, tout simplement. J'ai pas de règles. D'accord. Tu es d'origine turque. Quel rapport tu as avec la Turquie? J'ai pas un rapport extrêmement proche, je vais pas souvent. Est-ce que tu parles le turc par exemple? Parle un peu le turc et c'est vrai que. Mais tu n'es pas né en Turquie? Je suis pas née en Turquie et je suis pas forcément d'accord non plus avec ce qui se passe depuis quelque temps. Donc je reste. Je pense que quand on a un esprit critique, on le garde dans toutes les conditions possibles et dans tous les sujets. Il n'y a pas de frontière, on ne s'arrête pas à une frontière. Alors, je vais recommander ici une émission radio que peut-être peu de monde connaît, c'est Redline de Flavio Diaz, c'est vraiment très sympathique, je vous la recommande vivement, vous la trouvez facilement sur Internet. Et dans ce cadre, tu as été à Redline et je crois que c'est un mot, en tout cas, que j'ai ressenti en voyant ton compte Instagram et puis faire publication, etc. et qui revient en cours de discussion avec Flavio, qui est pour toi, je pense, assez important, que j'ai ressenti sans te connaître, c'est l'authenticité. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus ou bien? Oui. Pour toi, c'est très important, disons, dans la relation. Hein. C'est extrêmement important, c'est primordial. Après, voilà, je pense que chaque personne est différente. Moi, j'ai besoin d'authenticité, que ça soit avec mes proches, que ça soit avec les personnes. Je sélectionne. Je ne suis pas dans la rencontre pour rencontrer des personnes. J'ai vraiment besoin d'une sincérité. D'une sincérité au niveau même de la création, de l'échange et de la personnalité. Alors, ça m'a été assez facile finalement de me dire quelle route je vais suivre dans cette petite interview. Et puis, en fait, cette route, elle est donnée, et là, je conseille à tout le monde d'aller voir le compte Instagram d'Elif Dayal. Elle est quasiment donnée par ce que tu essayes de transmettre souvent en peu de mots. Alors, naturellement, on a, on va dire, un signifiant commun tous les deux. C'est le premier que je montre ici, c'est la justice. Mais avant de parler de la justice, j'ai envie de te demander comment ce concept, parce qu'il y en aura plusieurs, de ce genre de présentation t'est venu. Comment ça a germé? Quel a été ce moment, disons, de déclic, peut-être, qui fait que tu t'es dit, je me lance dans une série de ce type? Déjà, quand je crée, je n'essaie pas de plaire. Je crée vraiment par rapport au feeling. J'écris par rapport au feeling, par rapport à mes pulsions. Tout est question de pulsion créatrice, que ça soit même au niveau de la peinture. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de stratégie marketing, de cible de la part du marché ou quoi que ce soit. Absolument pas. C'est vraiment, ça vient instantanément. J'aime bien aussi mélanger, mais je pense que ça fait partie aussi de ma personnalité, le mystère. J'ai envie que la personne puisse regarder une photo et avoir une réflexion à travers cette photo. Alors justement, là, ce n'est pas insignifiant, il y a des mots qui sont utilisés. Là, j'ai choisi celui-là en premier, les gens qui me suivent savent pourquoi. Alors, ça se réfère à quoi, ce besoin de justice? Non, ce besoin, alors, ce besoin, ouais. moi, je disais simplement le mot. Donc, c'est déjà un besoin, tu dis.
Je pense que c'est un besoin extrêmement fort, c'est criant, il y a un problème de justice dans notre société. Mais tu as une source personnelle qui fait que ce mot-là, il a Non, plus pas d'importance? moi personnellement, mais je pense que si on est une personne un minimum observatrice et avec une conscience, on peut que constater l'évidence. Il y a un problème, il y a une lacune au niveau juridique, au niveau justice. Et je pense que malheureusement, plus on avance et plus on constate que se battre pour faire valoir ses droits, c'est extrêmement difficile et ça ne devrait pas. Alors le deuxième que j'ai choisi, le deuxième signifiant, c'est même pas un signifiant puisque c'est les deux. Les deux. J'ai envie de dire déjà l'argent, ton rapport à l'argent par rapport à l'art que tu essayes de transmettre. Le rapport finalement entre l'art et l'argent. Est très difficile parce qu'on a besoin quand même de pouvoir survivre. Mais j'ai un rapport un peu conflictuel avec l'argent. C'est, je pense, quelque chose qui est primordial, mais dont on n'en a vraiment pas envie. Hein. Voilà. Et je pense que l'argent est le problème numéro 1 aussi de notre société, que ce soit même au niveau des relations. L'argent crée une fausseté entre les personnes. Là je saute un tout petit peu, mais quand j'ai choisi ce terme argent, je me suis dit que j'ai envie de te demander, à un moment donné, on va parler de l'écrivain que tu es, tu as choisi, d'après ce que j'ai compris, l'auto-édition. On va dire, est-ce que c'est un choix forcé, assumer les deux, une part des deux, puisqu'on sait que c'est tellement difficile de vendre un livre, que l'on soit en maison d'édition ou à l'extérieur, etc. Et qu'il y a une reconnaissance, entre guillemets, peut-être plus grande si on passe par une maison d'édition, etc. Quel est ton rapport par rapport à ces remarques? Alors, c'est vrai que quand je me suis mis à l'auto-édition, déjà c'était un geste, j'ai pas énormément réfléchi. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai pas le choix. Je ne peux pas être aussi disponible que des écrivains qui sont liés à une maison d'édition. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout envie. Je ne le recherche pas parce que j'ai créé mon équilibre. Mon but, je pense, quand on écrit des livres, c'est pas forcément l'argent. C'est parce que là, on est vite déçu. C'est plutôt un combat. Quand j'ai écrit, j'ai pas pensé à l'argent. Et quand j'ai fait je dirais pas cette affiche, mais cette image avec les dollars, c'est pas en lien non plus avec mes écrits ou mon rapport avec peut-être l'art et l'argent ou la publication et l'argent. C'est plutôt l'argent dans notre monde et les plus grandes puissances. Ce qu'elles peuvent se permettre, cette impunité qui est liée à l'argent. On va parler aussi de peinture, à un moment donné, de peinture. J'ai envie de dire, comment tu fixes finalement tes prix alors? Parce que tu es dans ce monde capitaliste que l'on voit, j'y suis, tout le monde y est finalement. Et comment tu le fixes toi-même finalement? C'est difficile, j'en ai discuté avec d'autres peintres qui ont de l'expérience et qui savent à peu près évaluer le travail d'une autre personne, même si c'est difficile dans l'art. Mais ce qui est difficile dans l'art, c'est plutôt d'essayer de ne pas proposer un prix qui peut vous dévaloriser. C'est ça qui est difficile. Parce le prix à fonction de reconnaissance. Exactement. Et c'est difficile, mais en même temps... pour moi, l'art, c'est pas forcément vendre, c'est plutôt pouvoir échanger avec des amis, pouvoir regarder ensemble et pourquoi pas parler d'un sujet. Il y a vraiment cet aspect échange, davantage que vendre absolument. Ton rapport alors en lien avec ces artistes qui tout d'un coup éclatent sur le marché et dont on se rend compte, comme pour les sportifs, etc., dont on se rend compte à un moment donné que leur valeur, elle est sans rapport, disons, tu te projettes comment dans ces artistes aussi, mais qui ont, on va dire, dépassé ce stade pour des raisons qui nous échappent aux uns et aux autres, probablement. Alors, c'est vrai que... Je ne sais pas les artistes contemporains, hein, on est d'accord.
Dans tout domaine, quand une personne réussit, je suis déjà contente pour elle. Et je préfère qu'elle réussisse en étant vivante que morte. Parce que c'est un peu le problème aussi dans l'art comme dans l'écriture. Après, j'ai pas de lien, je me dis toujours tant mieux pour cette personne. Moi, c'est pas quelque chose... Pas de jalousie. Absolument pas. Non, mais dans tous les domaines, je suis contente pour la personne quand elle réussit, et tant mieux pour elle. Après, si on est un minimum intelligent, on sait que ce plus-value apporté à l'artiste va aussi avoir un effet positif sur l'art sur du long terme, va préserver cette image et peut-être la valeur de l'artiste. Alors, je ne sais pas, là tu as présenté ce livre tout à l'heure que je remets, qui était sans diversité de vue, pas de journalisme. Quand on dit diversité de vue, on parle naturellement de la censure. C'est quelque chose qui t'est proche, je pense. Je ne sais pas... tu demandes naturellement à celui qui fait face à cette interrogation de se projeter là-dedans. Personnellement, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi le style que tu représentes, etc. Moi, je renvoie à l'Iran et aux femmes iraniennes et à cette censure qui fait qu'on leur impose un mode de vie personnel et qu'ils ont un courage en réalité de libre expression absolument fantastique qui donne des leçons à nous tous, au Valais, à tout le monde, hein, à toutes les régions du monde. Que réponds-tu à cette lecture toute subjective de ce... C'est tout à fait juste. J'ai pensé à ça, mais j'ai pensé à la censure d'un point de vue général. Ce que je supporte pas, et je pense que c'est une forme de censure, c'est lorsqu'on exige de la part d'une population une pensée unique, une réaction unique, une empathie unique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une demande, une manipulation ou une orientation de la part de certaines puissances qui a un seul but, c'est ses propres intérêts, mais au détriment de la population. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement peur parce qu'après, la censure a toujours existé dans ces pays-là, c'est pas nouveau. Ce qui est extrêmement grave, c'est lorsque des pays démocratiques appliquent cette censure. Là, on est vraiment dans l'alerte. Et la censure, il ne faut pas oublier, la liberté individuelle comme la liberté d'expression sont primordiales. Ce sont des libertés qu'il faut préserver, qu'il faut protéger, qu'il faut chérir et qu'il faut transmettre. J'espère qu'on passera plusieurs fois cette dernière minute d'expression de Elif Dayal, que je fais mienne dans chaque virgule. Là, on est dans ce moment terrible, oui. Contemporain. Il y a un appel oui. dans ce il y a un appel, il y a un cri, mais c'est un cri silencieux. Et je pense que c'est les plus puissants. C'est lorsqu'on ne peut plus respirer, on demande cette paix. On demande que la souffrance cesse. J'en suis émotive. On demande à ce que les enfants arrêtent de souffrir. Techniquement, alors, pour réaliser tous ces clichés, ça se passe comment? Là, je parle simplement de la technique. Est-ce qu'il y a un photographe qui te prend? Ah non, c'est moi-même. Tout seul, je pensais. Ça se voit? Non, non, pas du tout. Non, mais donc c'est un pied, c'est un déclencheur, etc. Ou... C'est un moment. Et c'est aussi quand j'ai un moment de libre. Dans un endroit toujours le même, toujours changeant? C'est souvent le même. Oui, c'est vraiment... C'est ça qui est un peu difficile pour moi à expliquer parce qu'il n'y a pas forcément d'explication. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Dans notre société, on cherche toujours des explications. L'émotion n'a pas d'explication à donner. La tristesse, la joie, la peur, l'angoisse, il faut la laisser s'exprimer comme elle vient, tout simplement. Et quand on a un élan d'idées, je ne sais pas d'où elle vient cette idée forcément, je n'ai pas analysé, je n'ai pas envie de l'analyser forcément. Et je pense que
En fait, je la prends comme elle vient, tout simplement. Alors, j'ai un ami qui est docteur en esthétique, on va dire. Il a fait les plus hautes écoles en France, etc. Et puis il disait, mais finalement, après avoir analysé tout ça et lu les philosophes sur la beauté, le sublime et tout ça, c'est l'émotion qui doit transparaître. Tu dois être devant le tableau et tu te dis, est-ce que, à moi personnellement, est-ce que ça me touche ou bien pas? Et voilà quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je montre. De nouveau, j'ai pas les tableaux, c'est vous trouverez dans ce style-là ou dans d'autres. J'en ai pris un deuxième, mais vraiment totalement au hasard. Alors d'abord, comment on en vient à la peinture? Souvent, je demande à mes invités, à 10 ans, est-ce que tu t'imaginais dans cette fonction, on va dire, sociale, qui est celle de l'artiste déjà, ou bien c'est venu beaucoup plus progressivement? C'est venu soudainement. Alors, comment? Soudainement. Comment? Je pense que c'est... Alors, quand on peint, en tout cas, c'est l'émotionnel, surtout si on n'a pas commencé très jeune et pas de manière académique. C'est quelque chose qui vous appelle, je pense qu'il s'exprime même de manière viscérale. Et on doit devoir, comment dire, l'exprimer, parce que sinon c'est une implosion, clairement. Hein. Et j'ai pas pris de cours, je laisse vraiment le pinceau me guider. C'est pas moi qui guide le pinceau. Je sais jamais ce que je vais peindre. Je suis devant la toile, j'ai juste besoin de peindre. Puis le choix, pastel, acrylique, huile, etc. Non, c'est toujours acrylique. D'accord, ça c'était un choix au départ, directement. C'est pratique parce que l'acrylique sèche vite. J'avais pas forcément les lieux ou l'endroit pour pouvoir stocker. Et oui, c'est question de pratique. Et quand je peins, c'est comme quand j'écris. C'est assez soudain, c'est assez bref, c'est presque violent même. Donc il y a un rapport avec l'acrylique. Plutôt dans le fusionnel que dans le conceptuel réfléchi. C'est absolument pas réfléchi. Chaque peinture est une pulsion, chaque écriture est une pulsion, chaque création est une pulsion. Alors là, il y a un livre, c'est Incest Community. Donc on devine déjà de quoi il s'agit. Et puis il y a quelque chose de très fort sur la couverture. Peut-être qu'on ne la voit pas très bien, mais c'est cette bouche nouée, cousue, la bouche du silence forcé, c'est pas le silence assumé. Alors, je crois que ça se passe en Turquie. Ça se passe, c'est au Grand Saconnet, à Genève, entre Genève et la Turquie. D'accord. Alors, comment est venue cette idée de parler de cette communauté incestueuse au sens large d'ailleurs? Parce qu'il y a un problème avec le communautarisme. On croit, souvent, la personne qui fait partie d'une communauté pense que sa communauté est bien supérieure à tous les autres. Et on voit que le communautarisme crée une opacité qui fait que toutes les choses scandaleuses, interdites, sales aussi, sont totalement, si on veut, hermétiques à l'extérieur. Et les personnes qui sont dans une prison. Et c'était pour moi un moyen de critiquer aussi la Turquie, mais comme d'autres pays, car il y a un fléau. L'inceste est un tabou. Et c'était un moyen pour moi, à travers la fiction, à travers le thriller, de réveiller les consciences, de créer l'émotion pour dire non, ce qui se passe, c'est pas normal, tout simplement. Donc, une personne qui a œuvré dans le champ de l'inceste, c'est naturellement Christine Angot, qui a écrit ce livre que je conseille à tout le monde, L'inceste, il y a très longtemps, qui maintenant sort un documentaire. Il y a eu, il y a 1 ou 2 jours dans Le Monde, cette citation de Christine Angot que je trouve très forte. Je voudrais ici faire état d'un petit fait personnel. Donc,
Christophe Cliva, conseiller national chez les Verts, accompagné de 109 conseillers nationaux, ont lancé un postulat pour faire une étude sur l'inceste en Suisse. Élif Dayal l'a dit, ça appartient à tous les pays, et ça appartient à la Suisse. Je crois qu'en Suisse, l'année dernière, il y a eu 6 cas qui ont été pénalisés, alors que si on prend la Civis en France, on devrait être dans l'ordre de 20 à 25 000. Mais, 30 000 même. Ouais, mais ce qui paraît important par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais citer ici ce que dit Christine Angot. J'en ai assez qu'on invoque l'omerta autour de l'inceste. C'est plus élaboré que ça. Les gens ne veulent pas savoir. Ça serait encore autre chose que le tabou, c'est-à-dire que on le sait, on ne veut pas le savoir et on s'en écarte. Et c'était assez étonnant, comme Christophe Cliva, il était chez moi et il disait ceci: je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Et c'est ça qu'il a secoué pour essayer de faire quelque chose sur le plan politique. Il a été, enfin je l'ai ressenti comme ça, secoué. Et alors, lorsqu'on dit les gens ne veulent pas savoir, quelle est ta réflexion par rapport à ça, toi qui as écrit Community Incest? Moi, ce que je constate, il y a des personnes qui ne veulent pas savoir parce que ça paraît tellement insensé, mais je pense que c'est une minorité. Les personnes qui sont sensibles à la condition des enfants veulent savoir le danger qui guette leurs enfants. Je ne comprends pas en tant que parent comment on ne peut pas être informé. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de se dire: chez nous, c'est pas comme ça. Si chez eux, ça se passe comme ça, nous, on ne veut pas le savoir. Non, moi, je pense que c'est encore plus délicat que ça. C'est ouvrir la boîte de Pandore. Ouvrir, c'est-à-dire, c'est souvent de génération en génération. C'est des générations qui se sont tuées dans le silence, parce que c'est tué, hein, carré. Et je pense que c'est lié à ça. C'est-à-dire que personne n'a envie d'ouvrir la boîte de Pandore. Personne n'a envie de déstabiliser l'équilibre que chacun a créé dans son mensonge, dans son mutisme, parce que, comme je dis, il y a beaucoup plus de familles que ça qui sont touchées. Par exemple en Turquie, je n'ose pas imaginer le nombre de familles qui sont touchées génération après génération par l'inceste ou diverses agressions sur les enfants. Alors, je disais qu'on n'a pas présenté le 3e livre, oui. C'est pas moi qui l'ai choisi, je pense qu'elle en sera très touchée. C'est donc le livre de Béatrice Riant, Ces gens-là. Alors, si tu l'as pris, c'est pour dire certainement un mot, puisqu'on a absolument dans ce champ-là celui de l'inceste. Quel effet peut-être ça t'a fait de lire cela, toi qui avais déjà abordé avant le Je l'ai abordé de manière un peu comme un thriller, une fiction. J'avais déjà lu aussi des autobiographies, mais là j'ai trouvé extrêmement intéressant qu'une autre personne puisse décrire les émotions, les vécus de plusieurs témoignages, de plusieurs vies. Si tu devais en retenir un de ces histoires, de ces 8 ou 9 destins singuliers, ça serait lequel? J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs c'est la partie que j'avais sélectionnée, c'est cette maman, parce qu'il est extrêmement important et on voit à quel point c'est difficile, d'où je reviens aussi sur le sujet de la justice. C'est cette maman courage qui croit de suite son enfant, qui lui parle. À celle qui pleure encore? Exactement. Hein. Et la maman, elle prend les devants, elle protège son enfant. Mais elle est face à cette justice qui est lourde, qui est lente, qui est cruelle et qui doit absolument changer. Donc beaucoup d'associations insistent pour ce changement-là. Et on voit par exemple que la Civis, avec son travail, a pu réunir 30 000 témoignages. Et ces 30 000 témoignages rejoignent ce livre. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce livre. Parce que ce livre, il est primordial pour rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de niveau social, de culture, de religion. Ou... Ça, c'est une excuse. On voit que absolument toutes ces victimes souffrent de la même manière. Les vies sont détruites de la même manière.
Et, et sans tenir compte ni du niveau social, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas les victimes qui sont faibles, c'est la cruauté de l'acte. C'est l'acte qui est criminel, qui est destructeur. Et je pense que... Il y a beaucoup de gens que nous avons rencontrés qui disent, parce qu'il n'est pas cru dans le sens grossier, il n'est pas sexuellement agressif, le livre, mais il y a cette remarque qui revient souvent, ok, il y a 9 chapitres, on doit s'arrêter après un chapitre. On le lit facilement ce chapitre-là, mais après on doit s'arrêter. Oui. Est-ce que tu as ressenti ça ou bien pas? Comme s'il fallait faire une pause entre les chapitres. Non, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est déjà cette pudeur dans l'écrit. Et en même temps, on ressent parfaitement les émotions. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours le même dénominateur commun. Donc, ce n'est pas nécessaire d'en avoir plus. Ouais, c'est impressionnant. On constate que c'est toujours l'isolement, c'est la souffrance. Et encore une fois, c'est un style d'impunité, en fin de compte, de ces criminels. Et je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir eu 20 témoignages, 30 témoignages. Ils sont très complets. Et c'est pour ça que ce livre il est important, parce qu'il explique parfaitement l'importance. Alors là, il y a un autre livre que tu as rédigé. Là, on change de sujet. Hein. C'est « Mesdames, réveillez-vous et indignez-vous ». Avant dans ta présentation sur Internet, il y a ce petit message pour introduire, on va dire, le livre, une sorte de 4e de couverture. La femme vit dans une époque complexe, la société confirme un progrès à son égard, mais pourtant elle semble devoir fournir plus de résultats pour rentrer dans cette case. Les défauts de l'humain, principalement de la femme, semblent de moins en moins tolérés. Vous devenez comme ce fruit qui devrait être totalement parfait et identique aux autres pour ne pas finir à la poubelle. Chaque imperfection semble agrandie comme un microscope sous l'objectif superficiel des réseaux sociaux. Il faut toujours plus pour paraître normal. Quand j'ai rencontré l'émission de Flavio Diaz, où tu t'exprimais sur ce livre-là, et aussi sur le rapport homme-femme, dans ces périodes troublées, MeToo, etc., je trouvais que tu avais un discours comme femme vers nous autres, hommes finalement, il faut le dire, mesuré. Est-ce que c'est juste de dire ce mot? Parce que si j'utilise mesurer, j'ai envie de dire que peut-être je vais me faire agresser par d'autres femmes qui diront non, on est dans des comportements masculins tellement ignobles que ce terme-là, transcrit à travers les propos d'une féministe, serait perçu comme une sorte de nouveau mensonge social. Je pense que, encore une fois, si on veut... le combat à la base, c'est l'équilibre, c'est le bien-être, c'est la protection de la femme. Il faut déjà, je pense, informer tout le monde des conséquences, de l'impact et de la difficulté des femmes dans la société. Il faut informer. Et je pense que, je ne sais pas si c'est modéré, je pense que c'est plutôt réfléchi. Je pense que ça rejoint l'envie d'avoir de la bienveillance entre les humains, d'avoir du respect, des échanges, de la compassion. Et ça commence surtout pas en discréditant une personne, en la mettant de côté, en l'insultant ou en essayant de lui enlever des droits. C'est pas comme ça qu'on atteint l'équilibre. Est-ce que les excès prétendus ou réels d'un mouvement comme MeToo, ils étaient nécessaires par rapport à toute l'histoire passée du rapport en Occident de l'homme à l'égard de la femme? Je pense que oui, parce que malheureusement, il y a bien eu des actions faites avant, mais qui n'étaient pas écoutées. La preuve, MeToo a quand même donné une force et
une résonance à la voix de la femme. Une légitimité? Une légitimité également. Une légitimité parce que je pense qu'il y a des milliers de personnes qui soutiennent cette femme. Donc ça change énormément. Il y a un soutien. On l'écoute. On est obligé de l'écouter. En t'écoutant parler de la femme et du sport, de l'esthétisme exacerbé qu'on exige de la femme, etc., je me suis renvoyé au tennis, par exemple, où l'une des qualités que l'on prête à Federer, c'est un certain esthétisme dans son jeu, et lui, homme. Est-ce que lorsqu'il y a le regard de l'homme du côté de la femme, on ne pourrait pas dire aussi cela pour contrer ton propos qui dit qu'il y a un excès d'esthétisme du côté de la femme sportive par rapport au regard de l'homme? C'est pas la même chose, parce que quand on voit par exemple les commentateurs, hein, si le sportif il n'est pas bon, même s'il est agréable à voir, hein, à regarder, ils vont pas parler, ils vont pas monopoliser, disons, la conversation autour de lui. Hein. Tandis que quand c'est une femme, moi ce que j'ai constaté, hein, c'est même si elle... Mais quel exemple concret alors? Il y avait une... je l'avais noté dans mon livre, je pense. Il y a c'était dans l'athlétisme, c'était une sportive de saut en longueur, hein, mais nulle, hein. Enfin, elle était pas, excusez-moi, elle n'était pas nulle, hein. Elle est quand même dans les Jeux Olympiques, mais par rapport à d'autres, et c'est vrai que les commentateurs, et même dans le journal c'était marqué les plus belles sportives. On n'a pas mis ça pour les hommes, on n'a pas mis les plus beaux sportifs. J'ai pas vu du tout le même titre, j'ai pas vu, disons, le même attrait ou la même tournure d'informations dans les journaux par rapport aux sportives et par rapport aux sportifs. Mais je me suis dit en abordant ce sujet que les photos qu'on a vues avant Justice, Pride, No Fear, ce dollar, etc., qui sont dans ce canevas, ou bien la série indienne aussi, il y a quand même il peut y avoir en tout cas un attrait immédiat de la beauté féminine qui capte avant que le regard puisse tomber sur la crainte, la justice, la dignité, etc. Donc, tu joues aussi avec cette image qu'on pourrait reprocher au regard de l'homme de trop capter. Ah, c'est pas pareil, parce que c'est peut-être un style qui est très fort, qui peut attirer le regard, mais de manière différente. C'est pas comme si j'étais totalement dénudée ou je montrais plus de périmètre de ma peau qu'autre chose. La différence, c'est pas la beauté. Je pense qu'il faut être fier d'être une femme. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'en étant fier d'être une femme, on doit réussir à atteindre ce qu'on a toujours voulu, ce qu'on demande, ce qu'on crie, ce qu'on exige. C'est la même chose que les hommes, mais avec, si on veut, nos capacités. Parce qu'il y a un discours quand même contradictoire à vouloir la même chose, mais en même temps, en utilisant l'aspect esthétique, la sexualité pour atteindre son but. Et ça, je trouve dommage. Et alors, je dirais qu'effectivement, ces images, je crois d'ailleurs qu'il y en a une où il y a le mot fierté. Peut-être, en fait, c'est peut-être ce qui canalise. On sent là une fierté de ce message que tu veux transparaître à travers ce que tu es, pas à travers le corps, à travers l'image, à travers. Oui, mais avec une singularité différente d'une autre femme aussi. Hein, c'est pas. Je pense que la singularité, d'ailleurs, l'authenticité, la sincérité subjective, c'est quelque chose qui te caractérise. Oui, je pense qu'il faut être totalement honnête avec soi-même, fidèle à soi-même. Hein. Et oui, c'est quelque chose qui est primordial, surtout dans la société d'aujourd'hui. On doit être fier de qui on est et pouvoir créer, pouvoir le montrer de manière, oui, intègre et digne. Tu as écrit un autre livre, Un gramme, le poids du diable. Alors, on va dire, c'est le destin
d'un adolescent inscrit dans une école privée et ça dérape, hein, oui, on va dire ça comme ça. complètement. Comment t'en es venu à ce... D'abord, tes livres sont disponibles sur Internet, hein, Oui. il faut dire. Certains sont en librairie, j'ai pas très bien compris Payot. le choix de la distribution. Mais tous les livres, ou bien certains, ou bien comment? Tous les livres. Hein. Ah d'accord, Tous chez les livres Payot. sont disponibles chez Payot. D'accord. Alors, comment t'es venu ce sujet-là, Oui. estudiantin, drogue, etc. Je me posais des questions déjà sur le rapport de la drogue, des médicaments, de la puissance des boîtes pharmaceutiques, du lien avec ces sociétés super puissantes avec le gouvernement. Et tout est lié en fait. C'est un jeune qui découvre une société totalement corrompue et il découvre également que sa famille de sang bleu est également liée à cette corruption. Hein. Et après j'ai mon imagination, c'est vrai qui a mêlé le paranormal avec une enquête policière. Tu as dit tout à l'heure que l'écriture c'était plutôt une pulsion aussi. Est-ce que ça veut dire que dans des romans comme ça, genre polar, tu peux avoir des temps de rédaction tout à fait différés dans le temps et que tu peux revenir facilement, même à un livre, disons un roman polar? Oui, c'est étrange parce que j'ai pas vraiment de ligne de conduite d'écriture. Je me laisse guider complètement par le bruit de mon clavier. Parce que, voilà, je fais pas avec un crayon ou un feutre. Et je sais jamais, j'ai pas un plan de comment je vais tourner l'histoire. Je me laisse vraiment guider et je rentre dans la peau du personnage à chaque fois. Et est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu te sens plus à l'aise pour écrire? Le matin. On sent plus d'énergie? Oui, parce que le soir à 9h, c'est pas possible. Ah d'accord, d'accord. Je tombe. Et est-ce que tu as des premiers lecteurs à la fin de l'essai que tu as tenté du roman, ou bien tu fais confiance à ta propre... Comme je dis, je pense mon but n'est pas forcément d'être connu, Non, mais avant de publier, de l'éditer, de le mettre, c'est pour ça, je ne fais pas énormément lire, D'accord. parce que c'est mon identité, c'est ma personnalité, c'est moi qui l'ai créée. Je n'ai pas envie de modifier par peur de brusquer des sensibilités ou pour être politiquement correcte. C'est pour ça que je dis c'est important. J'attends pas forcément l'approbation d'un tiers, non, du tout. Puis il y a des instants de anormalité dans tes livres, hein. Ce qui n'est pas normal, usuel, on va dire. C'est juste. En tout cas, c'est le sentiment qu'on se dit, on n'est pas que dans le réel, on peut être dans l'irrationnel. J'aime bien mélanger, parce qu'il y a toujours ce questionnement, est-ce que pour finir, un autre monde existe? Voilà. Voilà, il y a toujours cette interrogation. Et si on accepte que ce monde existe, si on a un rapport mystique avec ce monde, est-ce que c'est nous qui sommes fous? Est-ce qu'on est en fait dans la raison? Il y a toujours cette interrogation. Hein. J'ai pris l'habitude de parler un peu d'actualité pour voir comment on se positionne sur des questions finalement totalement insolubles. Alors j'ai retenu deux questions tout à fait topiques ces moments-là. Finalement, quel est ton regard quand tu entends le président français dire « nous en sommes au stade aujourd'hui en Ukraine où il faut réfléchir et peut-être agir dans le sens d'envoyer des troupes à Kiev et à la frontière russe ». C'est extrêmement délicat cette situation avec l'Ukraine et la Russie. Hein. Déjà, j'ai pas du tout apprécié qu'on pointe du doigt un peuple qui n'est absolument pour rien. Donc je trouve que l'orientation, la communication qui a été faite autour de ce problème
de ce gros problème n'était pas bonne. Je trouve qu'elle était totalement injuste envers une population qui n'a absolument pas la possibilité de dire ce qu'elle pense sans avoir les conséquences. Donc, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Et c'est aussi étrange de la part d'une politique qui souhaite moins dépenser pour l'immigration et qui veut investir des milliards pour faire la guerre. Et qui dit faire la guerre dit aussi l'arrêt d'un fonctionnement économique d'un pays et donc de toute l'instabilité économique, sociale, sécuritaire du peuple. Donc je trouve qu'il y a une très grande contradiction entre son discours face à l'immigration, dont les conséquences économiques seraient beaucoup moindres, que aller faire la guerre à la Russie, qui est une très très grande puissance. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Je ne suis pas économiste, je n'ai pas vraiment un point de vue très détaillé, très analytique à ce sujet. C'est juste en tant qu'observatrice, je trouve étrange. Est-ce qu'on est un peu, on n'est pas d'une certaine manière dans le champ de Angot, que nous sommes beaucoup à ne pas vouloir savoir finalement ce qui se passe. Mais quand je dis beaucoup, énormément de monde, et en Ukraine, et en Russie, et en Ce que je trouve déjà affreux, c'est ce qui se passe pour le peuple ukrainien. Mais il y a aussi un questionnement sur ce président-là. Quand on voit le profil, on ne comprend pas. En fait, j'ai moi-même beaucoup de questionnements à son sujet. Je ne sais pas si c'était... je n'ai pas d'analyse très poussée à ce sujet, j'ai juste beaucoup de questionnements. J'ai beaucoup de questionnements et pas forcément de réponses. Quand tu vois que l'autre président russe oui. a choisi à un moment donné d'attaquer la Tchétchénie, la Géorgie, la Crimée, le Donbass, aujourd'hui l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas des priorités à mettre bien sûr, pour dire stop avant de voir finalement une paille chez quelqu'un d'autre? Non, c'est vrai. Il n'y a pas une disproportion? Non, il y a une totale disproportion et c'est le problème des dictateurs. Mais ce n'est pas nouveau. Et par contre, le problème, c'est qu'il faut que toute l'Europe soit vraiment avec le même discours dans ce cas. Parce que juste la France qui va face à la Russie, je ne sais pas. C'est quelque chose qui Mais est-ce qu'on peut croire sérieusement qu'il a fait un tel mouvement sans en avertir ses alliés préalablement? Non, ça peut s'inscrire dans une symbolique du discours finalement pour tenter quelque chose. Je pense que les gens sont extrêmement concernés parce que c'est la porte à côté, c'est l'Europe. Mais quand on voit tous les pays en guerre, c'est un sujet extrêmement délicat. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que le peuple arrête de souffrir. Le peuple ukrainien arrête de souffrir. Le peuple russe, je ne sais pas, je pense qu'il n'a pas non plus son mot à dire. Et ça a des conséquences aussi économiques sur toute l'Europe. Mais je ne sais pas quelle serait la solution. Je ne peux pas m'avancer avec une... Là, tu as discouru des Jeux Olympiques. Alors je me suis dit, voilà une petite question aussi sur la présence ou non d'athlètes individuels russes aux Jeux Olympiques de Paris. Tu t'intéresses à l'actualité, etc. Est-ce que c'est approprié qu'ils y soient sans naturellement défendre leur bannière, sans participer, semble-t-il, à la cérémonie d'ouverture? Est-ce qu'il n'eût pas été plus logique simplement de leur dire non et puis de laisser son président organiser des parages olympiques à Saint-Pétersbourg? Je trouve vraiment délicat ce genre de réaction parce qu'encore une fois, vous savez, dans une guerre, les dirigeants, ils ne sont jamais touchés. C'est toujours le peuple. Et le peuple russe, jusqu'à ce que je sache,
n'a jamais eu la possibilité d'aller contre, et ceux qui ont essayé, comme des journalistes indépendants comme Novaya Gazeta, dont 6 journalistes ont été quand même assassinés, juste pour amener des faits, on sait, c'est une évidence que le peuple ne peut pas donner son avis concernant le sujet de l'Ukraine. Ils ne peuvent pas donner. Même s'ils le donnent, ils vont aller contre l'Europe, mais si ils disent réellement ce qu'ils pensent, ben, c'est la famille qui se fait assassiner ou qui est emprisonnée. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qu'on attend du peuple qui est tout autant victime? Je ne comprends pas. On ne peut pas exiger du peuple une réaction que le gouvernement devrait avoir. On ne peut pas faire payer au peuple les conséquences d'un gouvernement qui est autocratique. On ne peut pas. Les projets de Elif Dayal pour demain, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi qui l'enthousiasme? Un projet d'écriture, un projet photographique, artistique? Ah, je me laisse vraiment guider par rapport à mes émotions. Je ne sais jamais ce que j'ai Jamais de créé. programmation artistique? Non, j'ai jamais de programmation artistique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un projet d'écriture en tête concernant l'empathie. Voilà. Et j'aimerais qu'on inverse un peu cette société, ces fondations qui sont, je trouve, peut-être un peu trop violentes à mon goût et qui amènent justement toujours ces problèmes de relations entre l'homme et la femme, entre les humains. Et je pense que ça vient aussi d'une éducation. Et ton dernier acte artistique où il y avait une fierté immédiate qui s'est dégagée, on fait les choses plus ou moins bien dans la vie, etc. Mais aujourd'hui, tu te dis, tiens, hier ou il y a une semaine ou je sais pas quoi, j'ai fait un truc qui me botte en quelque sorte, qui me plaît bien, ça serait lequel? Tu dirais lequel? Moi, je pense que j'aimerais beaucoup, c'est peut-être... Que tu as fait, pas le souhait. Oui, mais c'est... À un moment donné où tu t'es dit, j'ai fait cet acte artistique, et finalement, la reconnaissance immédiate à soi-même, elle s'est révélée, je me suis dit, ah, franchement, c'était pas mal. Je pense quand je crée, comme c'est toujours lié à mes combats, à vraiment mes valeurs, j'ai envie de continuer quelque chose en lien avec l'enfance, avec la protection de l'enfance. Et c'est pour ça que je tiens à peut-être écrire ce livre, qui serait plus un pamphlet comme « Mesdames, réveillez-vous et indignez-vous », avec une réflexion sur l'empathie dans notre société. Je pense que c'est important qu'on puisse réellement renverser les fondations de notre société. Et si tu avais un morceau de musique que je voudrais partager avec nous, que je pourrais mettre à la fin de cette interview, un morceau de musique, ça serait lequel? Ou une chanson, ou n'importe quoi. Ah, ce serait Rage Against the Machine. Alors, je ne connais pas. Il y aura beaucoup d'énergie. C'est vrai, de l'énergie. Oui, ce serait de l'énergie. Alors, en tout cas, merci pour ce moment, merci, Elif. merci beaucoup.